Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la soutenance orale de ma thèse de doctorat vétérinaire qui s'intitule Synthèse de la littérature sur les risques de maladies virales interespèces en élevage canin en France. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les différents membres du jury, le professeur Pierre Delobel qui a accepté d'être le président de ce jury, le premier assesseur et directeur de thèse, le docteur Anna Mila, et le second assesseur, le professeur Stéphane Bertagnoni. Après une introduction qui replacera le sujet dans son contexte, nous verrons les objectifs de cette étude, puis nous expliquerons les matériels et méthodes que nous avons utilisés pour réaliser ce travail. Nous expliquerons et présenterons ensuite les résultats avec une brève présentation des références qui ont été sélectionnées pour cette étude, les maladies virales canines chez les autres espèces en se focalisant sur la faune sauvage et les risques du coup engendrés en élevage. Ensuite, nous présenterons des mesures de prophylaxie adaptées à ce risque, que ce soit la prophylaxie médicale avec la vaccination ou quelques éléments de prophylaxie sanitaire. Enfin, nous discuterons des limites de ce sujet et nous conclurons. Donc, tout d'abord, l'élevage en France et ses enjeux. Donc, est considéré comme un élevage canin une activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice, dont au moins un chien, et cédé à titre onéreux. Aujourd'hui en France, plus de 100 000 éleveurs sont inscrits à la Société centrale canine. C'est donc une profession qui est non négligeable. Les différents enjeux de cette profession sont triples. Tout d'abord, la santé publique. En effet, on travaille avec des chiens. Il est donc nécessaire de protéger la société vis-à-vis des zoonoses. Il est également important de prendre en compte le bien-être animal, qui est un véritable enjeu de société aujourd'hui, qui prend de plus en plus de place dans la société. Enfin, il y a également l'aspect économique qui est important, puisque la productivité de l'élevage impacte directement les finances et les revenus de l'éleveur. Ces trois enjeux sont interconnectés et les pathologies en élevage influent directement sur chaque niveau. D'où l'importance des pathologies en élevage. Or, les chiots, qui sont le produit de l'élevage, sont très sensibles à ces pathologies. Par exemple, en ce qui concerne la parvovirose, qui est la diarrhée virale contagieuse la plus fréquente chez les chiens et qui affecte les chiots et qui est très dangereuse, a une séroprévalence en Europe qui peut aller jusqu'à 91% dans certains élevages. La mortalité est d'ailleurs très élevée pour les chiots, elle peut atteindre 91%. Ainsi, la mortalité pré-sevrage, donc avant 60 jours d'âge, toutes causes confondues, est élevée en élevage. Elle peut aller jusqu'à 22% en France. Les causes de ces pathologies sont multifactorielles, mais les infections virales prédominent lors de maladies digestives et respiratoires, qui sont les troubles les plus importants en élevage. On peut donc se demander quelle est la voie d'entrée de ces agents pathogènes en élevage. Parce que, par exemple, ça peut venir des autres espèces animales qui ont des contacts qui soient directs ou indirects avec les chiens de l'élevage. C'est là qu'entre en jeu notre étude, puisque nous avons cherché à estimer le risque de transmission virale interespèce en élevage canin, afin de pouvoir adapter les mesures de prophylaxie en fonction de ce risque et de limiter au maximum ce mode de contamination. Nous allons donc expliquer comment s'est réalisé les recherches bibliographiques qui ont eu lieu en fait en 3 temps. Tout d'abord, nous avons cherché des livres de référence sur les maladies infectieuses du chien pour pouvoir sélectionner les virus qui est avec le chien en France et les espèces sensibles à ces virus. À partir de là, nous avons cherché des articles scientifiques qui donnent des données et des preuves de transmission interespèce de ces virus. Nous avons notamment cherché la prévalence de ces virus chez ces espèces en France et dans les pays voisins. Enfin, nous avons cherché des moyens de prophylaxie, aussi bien médicales que sanitaires, pour pouvoir limiter ces modes de contamination. Nous avons pu ainsi évaluer le risque en élevage en se basant sur 3 principaux critères. Tout d'abord, l'importance de la maladie chez le chien, que ce soit en termes de clinique ou de fréquence. Nous avons également pris en compte l'existence de preuves de transmission interespèce dans la littérature. Et enfin, nous avons pris la probabilité de transmission en France de ces virus. Ainsi, grâce à ces trois critères, nous avons pu établir 4 niveaux de risque allant de nul à important à moyen. Ainsi est donc classé un risque nul, des maladies qui sont absentes en France et ou qui ont des preuves de transmission interespèces qui vont uniquement du chien vers d'autres espèces, et donc la probabilité de transmission en France est considérée comme nulle. Est considérée comme risque incertain, des maladies donc qui peuvent être plus ou moins importantes, ça dépend, mais pour le coup, on n'a pas de preuve en fait de transmission vers le chien. On a juste des suspicions où c'est toujours possible en fait, mais on n'a pas dans la littérature de preuves en soi qui nous permettent d'affirmer que c'est le cas. Du coup, la probabilité de transmission en France est considérée comme incertaine. Ensuite, est considérée comme faible à rare des maladies qui sont plutôt rares en France,
Il existe des preuves d'intertransmission, donc qui peuvent aller notamment d'une autre espèce vers le chien, mais la probabilité du coup de ces transmissions, elles sont faibles. Enfin, est considéré comme important à moyen des maladies qui sont graves en France, donc avec une forte morbidité et ou mortalité. On a des preuves d'intertransmission qui vont notamment d'une autre espèce vers le chien, et la probabilité de ces transmissions est considérée comme forte. Nous allons donc exposer les résultats de ces recherches. Tout d'abord, brièvement, une petite caractéristique des références bibliographiques qui ont été sélectionnées. Globalement, la grande majorité provenait d'études publiées ou mises à jour ces 10 dernières années, et une grande majorité en anglais. Nous avons sélectionné 105 articles, 6 livres, 10 sites internet, 2 rapports et 2 tests. Ainsi, nous avons pu déterminer le risque en élevage en fonction de l'espèce contaminante. Donc, globalement, on a trouvé, donc, nous, on va se focaliser sur la faune sauvage pour cet exposé, car c'est de là que provient le plus grand risque. Donc, on a trouvé que 3 virus présentaient un risque incertain de transmission à partir de la faune sauvage. 3 autres présentaient un risque faible à rare. Et le plus important ici, 5 virus qui présentaient un risque qu'on a classé comme important à moyen à partir de la faune sauvage. Tout d'abord, les adénovirus canins. Donc, l'adénovirus canin de type 1, responsable de l'hépatite de Rubart chez le chien, qui est une grave maladie systémique importante chez le chien, même si la vaccination a permis de limiter son incidence. Ce virus est transmis de manière directe, mais aussi et surtout de manière indirecte via la contamination de l'environnement, les excrétions qui sont infectées, les urines, les féces et la salive, et il peut même être vectorisé sur les insectes et les mains. La résistance dans l'environnement est plutôt forte. L'adénovirus de type 1 affecte tous les canidés, qu'ils soient sauvages ou domestiques. La séroprévalence du CAV1 chez les renards en Europe peut être élevée puisqu'elle peut aller jusqu'à 64,4%. Des analyses phylogénétiques de souches isolées chez les chiens et chez les renards ont montré qu'elles étaient identiques. On a donc montré que la transmission pouvait se réaliser du renard vers le chien. Et c'est pourquoi on considère que le risque est important à moyen à partir du renard pour ce virus. Pour les loups, par contre, la prévalence, elle a été étudiée en Espagne à partir de PCR sur les organes et elle a été déterminée à 70%. On a donc considéré que ce virus était enzootique au sein de la population des loups, mais on n'a pas de preuve en fait de transmission entre les différents chiens et loups. Et donc, du coup, on a considéré que le risque était incertain. En ce qui concerne l'adénovirus canin de type 2, responsable de la toux des chenilles, c'est un syndrome, qui est un agent étiologique, de la toux des chenilles, un syndrome respiratoire qui est très important, notamment lorsque des chiens sont logés en communauté parce qu'il y a une forte morbidité. Donc, en élevage, c'est un risque important, c'est une maladie très importante. Comme le CAV1, il se transmet de manière directe, mais aussi indirecte, via l'environnement et les excrétions comme l'urine infectée. Et sa résistance dans l'environnement est forte. La séroprévalence de ce virus est assez peu étudiée et les rares études qu'on a montrent une séroprévalence qui est assez basse chez les renards. On a conclu qu'en fait, les renards pouvaient représenter une source possible de contamination pour le chien, mais il n'y a pas de preuve de transmission en soi. C'est pourquoi on a considéré que le risque était incertain. Nous allons ensuite parler du virus de la maladie de Carré, le CDD. La maladie de Carré est une maladie grave chez le chien, systémique et neurologique. Et même si la vaccination a permis de diminuer son incidence, ça reste une maladie importante. Le virus est transmis de manière directe, soit par contact et aérosol, soit de manière indirecte via la contamination de l'environnement, les excrétions infectées, l'urine, les féces, et peut être aussi vectorisé sur les puces, et sa résistance dans l'environnement est plutôt faible. Ce virus a un spectre d'hôtes qui est très large. Il affecte de nombreuses espèces animales. Et en France, il affecte les carnivores sauvages, donc les loups, les renards, les ratons laveurs et les muflébidés. La séroprévalence chez ces différentes espèces peut être assez importante en Europe. Pour ce qui concerne la séroprévalence chez les renards, en Allemagne, on a pu montrer qu'elle était supérieure en zone urbaine qu'en zone suburbaine qu'en zone rurale. Ce qui est dû au fait qu'en zone urbaine, les renards ont plutôt tendance à se regrouper et à être plus nombreux, on a une plus grande densité et les contacts sont donc plus fréquents avec les chiens. Ils peuvent donc se contaminer auprès des chiens et inversement, les chiens peuvent se contaminer auprès des renards. Les analyses phylogénétiques de souches trouvées chez ces différentes espèces animales et du chien ont montré qu'il y avait une parenté des souches. On a donc considéré que la transmission entre les renards, les loups
toutes ces espèces avec le chien étaient possibles et le risque est donc considéré comme important à moyen de transmission à partir de la faune sauvage par le CDD. Ensuite, en ce qui concerne le parvovirus canin, le CPV2, qui est responsable de la parvovirose canine, comme on a vu précédemment, une maladie grave en élevage parce que ça affecte les chiots notamment et que c'est une forte morbidité et mortalité pour eux. La transmission de ce virus se fait de manière directe, mais aussi de manière indirecte via l'environnement qui est contaminé, les excrétions, fécales, vomissures, et il peut également être vectorisé sur les insectes, les mains et sur le pelage des rongeurs. Ce virus est très résistant dans l'environnement, ce qui permet de faire en sorte qu'il ait un fort potentiel de transmission interespèce. La séroprévalence de ce virus chez les canidés sauvages peut être assez élevée, il peut aller jusqu'à 95% chez les loups. Les analyses phylogénétiques de souches retrouvées chez les renards, chez les loups et chez les chiens ont montré que c'était des souches proches. Ainsi, la transmission entre ces canidés sauvages et le chien est tout à fait possible. Même si, pour le loup, on considère plus que ça va dans le sens du chien vers le loup. On considère donc que le risque est important à moyen de transmission de ce virus à partir de ces trois espèces. Ensuite, nous allons parler du virus de la maladie de Chesky, SUHV1. Donc, c'est un virus qui est responsable de la maladie qu'on peut aussi nommer pseudorage chez les chiens. C'est une maladie grave neurologique qui conduit à la mort de l'animal, qui est quand même assez rare en France. Ce virus se transmet de manière directe, soit par contact, les aérosols ou lorsqu'un chien mord un suivi. Il peut aussi se transmettre de manière indirecte via l'environnement contaminé, les excrétions et aussi la consommation de viande de porc, de sanglier cru. Il résiste plutôt fortement dans l'environnement. En France, ce virus circule au sein de la population des sangliers. On a une séroprévalence en fonction des départements qui va de 1 à 54%. On a des preuves de transmission entre les deux espèces puisqu'il y a eu des cas de maladie chez le chien de chasse après un contact avec des sangliers. Ainsi, on considère que le risque est plutôt important à moyen de transmission à partir des sangliers de ce virus. En ce qui concerne les réovirus des mammifères, les MRVS, leur rôle pathogène direct est incertain chez le chien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent agir en synergie avec d'autres agents respiratoires et être ainsi à l'origine du syndrome de la toux des chenilles, donc une maladie importante en élevage. Ce virus est transmis de manière directe, avec des contacts, ou de manière indirecte, surtout de manière indirecte, via la contamination de l'environnement, les excrétions, les fécès, et même peut-être possiblement vectoriel sur les insectes, mais c'est pas prouvé. Il résiste fortement dans l'environnement. Ces virus affectent tous les mammifères, y compris l'homme. En France, on a montré que la séroprévalence chez les chauves-souris était d'environ de 7%. Et les analyses phylogénétiques de souches retrouvées chez différentes espèces, y compris chez les chiens et les chauves-souris, ont montré que c'était des souches proches. Ainsi, on a des preuves de transmission interespèces, plutôt indirectes, mais on n'a pas de preuve en soi que ce soit forcément directement de la chauve-souris au chien. C'est tout à fait possible. En raison du comportement des chauves-souris, qui ont plutôt tendance à vouloir élire domicile dans les habitations, s'y regrouper, déféquer au même endroit et peuvent contaminer l'environnement, on va considérer que le risque est important à moyen de transmission de ce virus à partir des chauves-souris, si c'est le cas en élevage. Enfin, nous allons parler de 3 derniers virus qui sont responsables de maladies plutôt graves mais rares en France chez le chien. Donc, le virus de l'encéphalite actif, le TBEV, et le West Nile virus sont tous les deux des virus qui sont vectorisés. Le TBEV est vectorisé via la tique Ixodes ricinus et le West Nile virus via les moustiques. Il peut également être transmis aux chiens via la consommation d'oiseaux et de rongeurs infectés. Le virus résiste faiblement dans l'environnement. En ce qui concerne le TBEV, le réservoir du virus sont les rongeurs. Avec une séroprévalence qui est plutôt peu étudiée en Europe, les rares études qu'on a donnent des séroprévalences entre 1 et 50%. Le virus est connu pour circuler en France, au niveau de l'Est de la France. Et la transmission, du coup, aux chiens est prouvée, mais la maladie, comme on l'a vu, est rare. C'est pourquoi on va considérer que le risque est faible à rare. En ce qui concerne le West Nile virus, le réservoir est là plutôt les oiseaux. La séroprévalence en France a été étudiée au niveau de la zone méditerranéenne, car c'est là que le virus circule. Elle est de 1 à 34% chez les oiseaux. Et la transmission aux chiens est également prouvée, mais comme le TBEV, la
Maladie est rare. La séroprévalence chez les chiens en France est pas nulle, mais il n'y a pas de cas décrit de maladie. Enfin, nous allons parler de la rage des chiroptères, le BSD1. C'est un virus qui se transmet directement par la morsure des chauves-souris aux chiens. Il résiste moyennement dans l'environnement. Ce virus est enzootique chez les chauves-souris en France, avec une séroprévalence qui va de 10 à 50%. La transmission de ce virus est démontrée, donc de la chauve-souris vers les autres mammifères. Cependant, les cas sont très rares et il n'y a pas de cas décrits chez le chien. Les seuls cas qu'on ait chez les animaux de compagnie, c'est chez 2 chats en France. Et ça s'explique plus par le fait que par leur comportement de chasseurs, les chats vont avoir tendance à s'approcher des chauves-souris alors que moins les chiens. Donc, comme ça, nous avons pu voir les risques, nous avons pu étudier les risques de maladies virales transmises via la faune sauvage, et donc nous allons pouvoir tenter d'adapter la prophylaxie en élevage pour limiter ce risque. Tout d'abord, l'importance de la vaccination adaptée. En effet, nous avons vu que le risque majeur provenait de la faune sauvage et notamment des renards roux, et pour les virus de l'adénovirus canin de type 1, le virus de la maladie de Carré et le CPV2, le parvovirus. D'où l'importance d'une couverture vaccinale correcte. On va pouvoir adapter les protocoles des vaccins essentiels, donc les valences C pour la maladie de Carré, H pour hépatite de Rhubarbe et P pour parvovirus, en fonction de ce risque. Donc ici, nous allons donner 2 exemples de protocoles de ces valences CHP en fonction du risque. Un risque élevé en élevage pour s'il y a des contacts avec la faune sauvage notamment, ou un élevage sans risque particulier. Donc, en ce qui concerne la primo-vaccination du chiot, on va, lors d'une situation à risque, on va plutôt faire un début de vaccination tôt, vers l'âge de 4-6 semaines d'âge, avec un intervalle resserré entre les injections, de 2 à 3 semaines, tout en terminant une primo-vaccination vers l'âge de 16 semaines. Alors que dans un élevage sans risque, on va débuter plus classiquement plus tard, vers l'âge de 7-8 semaines, en prenant un intervalle plus étendu de 4 semaines, et on va s'assurer que la fin de la primo-vaccination se fasse vers l'âge de 16 semaines. En ce qui concerne les jeunes chiens, futurs reproducteurs en élevage, si on est dans une situation à risque, avec un risque possible de contact avec la faune sauvage notamment, on va plutôt faire un premier appel de vaccination vers l'âge de 6 mois. Alors que plus classiquement, si on est dans une situation sans risque particulier, on fera vers l'âge de 1 an ou 12 mois après la primo-vaccination. Enfin, en ce qui concerne les adultes reproducteurs en élevage, lorsqu'on sera dans une situation à risque, on va faire en sorte de faire un rappel annuel chez les adultes, ou alors pour éviter de faire ce rappel annuel, on pourra faire des tests sérologiques. Cependant, le coût est supérieur à une dose vaccinale aujourd'hui, donc c'est moins intéressant en élevage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les femelles reproductrices, on fera en sorte de faire un rappel de la vaccination avant la mise à la reproduction. Cela permettra de booster leur immunité et d'améliorer ainsi la qualité du colostrum, et ce qui permettra d'avoir une meilleure protection dès la naissance des chiots. Alors que dans une situation plus classique où on n'a pas un risque particulier, on suivra plutôt les RCT, on pourra faire un rappel tous les 2-3 ans. Les mesures de prophylaxie sanitaire peuvent également être adaptées en fonction de ce risque. On va porter un point tout particulier à la séparation avec la faune sauvage. On peut faire en sorte de limiter les contacts avec la faune sauvage en clôturant l'espace de l'élevage et les endroits où les chiens ont accès pour éviter qu'ils aient des contacts directs ou indirects avec la faune sauvage. En ce qui concerne les chauves-souris, c'est un peu plus délicat parce que ce sont des espèces qui sont protégées. Donc, on ne peut pas les déplacer. On peut juste prévenir leur installation dans les bâtiments en proposant des petites niches comme ça pour les chauves-souris pour qu'elles évitent de s'installer dans les bâtiments. On va également mettre en place des mesures d'hygiène strictes. On va retirer les carcasses et les lésions des animaux en nettoyant bien les zones, ces zones-là. On évitera de donner de la viande crue d'origine inconnue aux chiens et on évitera de stocker des déchets à l'air libre pour éviter d'attirer la faune sauvage. On mettra également en place des mesures de lutte contre les nuisibles, que ce soit les insectes ou les rongeurs. En ce qui concerne les bonnes pratiques d'hygiène, il faudra bien faire attention à la biosécurité du personnel. En effet, nous avons vu que les hommes pouvaient transmettre le virus de manière vectorielle sur leurs mains, leurs vêtements. On fera également très attention au protocole de nettoyage et de désinfection, qui soit strict et rigoureux du locaux et du matériel, puisque les animaux peuvent s'infecter à partir de l'environnement infecté. On fera également le choix du désinfectant en fonction des risques de maladies interespèces présents. Enfin, on mettra également
en place des mesures de sectorisation, donc pour délimiter des zones qui sont propres et des zones sales, séparer les populations les plus sensibles de celles à risque, et cela permettra de limiter les contacts avec les sources extérieures d'agents pathogènes en séparant les activités, avec un éloignement physique, des clôtures, un matériel dédié à chaque secteur et une hygiène stricte du personnel qui circule. Nous avons donc vu toutes ces mesures de prophylaxie adaptées à ce risque. Nous avons vu que de nombreuses maladies virales canines étaient susceptibles d'engendrer des transmissions interespèces en élevage, surtout au niveau de la faune sauvage, qui représente la principale menace pour le chien, avec les principaux virus que sont le CDV, le CAV1 et le CPV2. Il faut porter une attention toute particulière aux renards roux, y compris en zone urbaine, même surtout en zone urbaine en fait, car la densité des renards y est plus forte et les contacts sont proches et plus fréquents avec les chiens au niveau de ces zones. Pour réaliser cette étude, nous nous sommes heurtés à différentes limites. Tout d'abord, un manque de centres de surveillance des maladies contagieuses canines, comme il peut exister pour d'autres animaux, comme les animaux de rente avec la plateforme ENSA. Nous avons aussi et surtout dû faire face à un manque d'études sur les transmissions virales entre chiens et autres espèces, surtout en France. La majorité des données provenaient de pays voisins, en fait. Globalement, dans la littérature, on a peu de preuves indéniables de transmission interespèces vers le chien. Globalement, on nous disait souvent qu'il y avait besoin de plus d'études pour caractériser ces risques. Enfin, nous avons dû faire face à des lacunes en termes de mesures de prophylaxie, puisqu'il n'existe pas de vaccin pour toutes les maladies à transmission interespèces. Pour conclure, cette étude nous a permis de mettre en évidence l'importance de la prophylaxie pour la lutte contre les maladies virales canines à transmission interespèces, y compris dans les villes et y compris lorsqu'il n'y a pas forcément de contact direct avec la faune sauvage. Ainsi, ces maladies représentent un risque pour le chien, mais aussi, si ce n'est surtout, pour la faune sauvage, puisque les transmissions peuvent aller dans les deux sens. Ainsi, la vaccination a deux principaux objectifs. Il permet de protéger à la fois les chiens contre ces maladies, mais il permet également de protéger des espèces qui sont en danger, comme c'est le cas du loup en France. Voilà, je vous remercie pour votre attention.